Amis réfractaires, ça va? Bon, allez, un petit thé. Et on attaque. Est-ce que ce discours, il vous a intéressé? C'était nul, enfin c'était prévisible, plat, il y avait des émotions qui étaient mal jouées, t'avais aucune grande annonce, on savait déjà tout ce qui allait arriver. Bon, t'étais un peu en colère, enfin, par rapport à ce qu'il disait, mais en vrai, bah, c'était pas comme avant, quoi. Avant, j'avais l'envie de regarder une vidéo qui durait 1 heure pour décrypter point par point tous les éléments de langage qu'il utilisait, ou dire où il y avait des contradictions, où est-ce qu'il avait pas dit quelque chose alors qu'il aurait dû le dire. Mais là, rien, quoi. La magie a été brisée. Tu te rends compte? Tu te rends compte, Manu? T'as brisé la magie qu'il y avait entre nous. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'en discuter. Et pas de faire peut-être de la source, de l'analyse profonde et tout ça, juste 2-3 petits points ici et là. Et surtout, discuter du fait que bah, cet événement, c'est surtout un non-événement. Et ça, c'est important. T'es prêt? Et bah c'est parti. Déjà, il y avait un truc qui était gros comme une maison, c'est que le clivage, encore une fois, il était posé volontairement pour que ça ne produise pas de pensée et pour faire en sorte qu'on soit d'accord avec Emmanuel Macron. Et ça, c'est un ressort rhétorique qu'il utilise à chaque fois et c'est assez facile de le décrypter. En gros, lui, il défendait sa proposition de... Enfin, sa proposition. Non, c'est pas une proposition parce que ça va se faire, c'est lui qui le décide, mais il défendait son truc qui était le couvre-feu. Et du coup, tu vas te retrouver avec deux clans, ceux qui sont pour le contre-feu et ceux qui sont contre le contre-feu. Ce qui fait que le gouvernement va pouvoir se positionner en tant que protecteur du peuple, tu sais, du bon sens, qui dit que, bah, quand même, ce serait bien d'éviter qu'on meure tous. Et du coup, bah, il va être réélu en 2022, quoi. Enfin, c'est son plan, en tout cas, c'est ça, c'est le protecteur du bon sens. Et sauf que bah y a quand même plein de failles dans cette théorie. Et en plus, ils sont malins le gouvernement parce que ils savent qu'ils ont quand même un peu raison. Ils ont un peu raison de dire que de toute façon les hôpitaux ils sont dans un tel sale état que de toute façon il n'y a plus le temps pour faire de la prévention, machin. Ce qui fait que bah on arrive dans une situation où pour éviter le nombre de contaminations, on n'a pas le choix de faire un truc un peu efficace qui est celui de du couvre-feu, quoi. Un peu efficace parce qu'en Guyane ça a marché, mais est-ce que ça va marcher à Paris, un machin, alors qu'il y a les transports en commun et tout ça? C'est contestable, mais je veux dire que ça se défend. Bref, juste en posant le clivage, le gouvernement il crée la position dominante et l'opposition. Il dit la position dominante c'est pour le contre-feu, l'opposition c'est contre le contre-feu, et donc à partir de ça, on peut créer tout un univers qui est favorable à nous, quoi. Et on va pouvoir passer dans les médias, faire les débats, aller sur Twitter avec une armée de robots, tout ça. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. C'est ce qui se passe à chaque fois, encore une fois, c'était prévisible. Mais le truc qui est évident, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est pas du tout de savoir si oui ou non il faut un couvre-feu. La question qu'il faut se poser, c'est comment ça se fait, bon Dieu, qu'on est arrivé dans cette situation où la seule mesure de bon sens qui apparaît, c'est le couvre-feu. Enfin, c'est quand même un aveu d'échec puissant qui est jamais questionné dans l'interview, évidemment, parce que t'as pas de journaliste en face. En 6 mois, il y a peu de choses qui ont avancé au niveau des tests, il n'y a pas de lits de réanimation quasiment qui ont été ajoutés, t'as pas plus de soignants, voire moins, parce que t'en as plein qui sont partis en burn-out, t'as pas de procédé médical qui est fiable pour traiter la maladie aux premiers symptômes. Bref, t'as rien qui n'a avancé en 6 mois. Enfin, c'est vraiment quand même assez grossier de nous dire que le débat, ce serait sur le couvre-feu. T'as eu une succession absolument incroyable de scandales, de mauvaises décisions, de trucs, de machin. Peut-être parfois qu'il faut rationaliser, qui sont peut-être pas toutes mauvaises, mais t'as une succession énorme de décisions en tout cas. C'est ça qu'il faut juger, c'est ça qu'il faut questionner. C'est pas juste le bout de la chaîne, c'est toute la chaîne, sinon ça n'a aucun sens. La question, c'est pas de savoir couvre-feu, pas couvre-feu. On n'en est pas là, du tout. Mais sauf que si tu poses d'autres questions, après on dit oui, mais non, t'es pas dans l'actualité, tout ça. Mais moi, ce qui me paraît pertinent à poser là à Emmanuel Macron, si j'étais l'intervieweur, j'aurais dit, Monsieur le Président, Monsieur machin, pourquoi est-ce que l'ensemble des décisions de votre gouvernement ne fait qu'appuyer les intérêts de ceux qui ont financé votre campagne ? C'est quand même beaucoup plus intéressant et avec ce truc-là, on explique bien plus la situation dans laquelle on se trouve et bizarrement, c'est une question qui ne met pas beaucoup en valeur le président et qui n'a pas été malheureusement posée par des journalistes. Ce qui était aussi prévisible. Bon, on va quand même parler un peu de l'actualité parce que là, tu as le maire qui a annoncé, confirmé en fait ce qu'il avait déjà annoncé en juillet, que les impôts sur la production allaient baisser de 20 milliards sur 2 ans. Donc les impôts de production, c'est les impôts qui sont payés par des entreprises. Et ça, malgré le fait que France Stratégie ait sorti coup sur coup 2 rapports qui remettaient en cause l'ISF, mais surtout le CICE, qui consiste à la même politique de l'offre, c'est exactement pareil, baisser les cotisations et les impôts pour relancer la productivité, machin. Ça, on sait que ça ne marche pas, et là, ils remballent et ils redépensent de 20 milliards là-dedans. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que pour les gens, c'est les flics, c'est les amendes, c'est la culpabilité, et c'est le travail un peu chelou, quoi, parce que pas forcément protégé, tout ça. Et
Les multinationales, elles, qui font des bénéfices, qui versent des dividendes et qui licencient tout en profitant de l'argent public, ces gens-là, eh ben c'est pas de contrôle, c'est la confiance, c'est allez-y les gars, vous êtes les meilleurs. Il y a quand même un deux poids, deux mesures qui est ultra évocateur sur la société qu'Emmanuel Macron veut créer à partir de cet événement qui est la crise sanitaire. C'est un choix délibéré de favoriser les entreprises et l'argent plutôt que l'humain. Bon bref, si on arrête de digresser, cet impôt va faire perdre évidemment du coup 20 milliards sur 2 ans à l'État et ça va être autant de milliards qui ne vont pas être investis dans des services publics ou dans tout ce qui pourrait renforcer l'État, ce qui est aussi une volonté politique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les petites entreprises, elles vont gagner quelques centaines d'euros, très concrètement, alors que les grosses, elles vont gagner plusieurs millions. Sauf que dans cette crise, toutes les entreprises ne sont pas pareil, équitable, elles le sont jamais en réalité, mais là c'est encore plus, les inégalités sont énormes parce que entre un bar qui n'a pas le choix que de vendre des bières et d'avoir des clients pour survivre et un groupe comme Auchan qui possède énormément d'entreprises, qui peut licencier, qui peut bouger ses trucs et qui a toujours une source de financement, la situation n'est pas du tout la même. Donc ce qui fait que très concrètement, tu vas avoir plein de petites entreprises qui vont tomber en faillite et tu vas avoir des grosses qui vont choper de plus en plus de parts de marché comme ça, qui vont grossir, devenir encore plus puissantes qu'au début du couvre-feu. Et tu vas avoir une situation de monopole. Et même si tu as des grosses entreprises qui se pètent la gueule, elles vont se faire bouffer par une plus grosse évidemment, ce qui fait que les quelques milliardaires qui possèdent énormément d'entreprises, énormément de capital, ces milliardaires-là, ils vont s'en sortir renforcés. Et ça, à la base, il y a quand même une volonté politique. Tu pourrais taxer les dividendes, les transactions financières, les grandes fortunes, tout ça. Non, le choix qui a été fait, c'est filer du fric sans condition aux entreprises et laisser les petites couler pendant que les grosses vont pouvoir faire ce qu'elles veulent. Là, c'est bizarre, c'est comme si la crise pour quelques-uns, finalement, c'était aussi des opportunités pour les autres. Et bizarrement, les opportunités, c'est toujours pour certains autres, toujours les mêmes. Ouais. Un peu bizarre quand même, hein. Bref, au-delà du couvre-feu, tu as aussi la Macronie qui utilise la crise sanitaire pour faire des choix politiques et des choix économiques. Et ces choix-là, ils conduisent à l'affaiblissement de l'État et au renforcement de l'oligarchie financière. Ça, c'est quand même des débats qui sont plus importants de savoir si oui ou non il faut mettre un couvre-feu. Et évidemment, et c'était très clair dans l'interview, il n'y a aucune remise en question de leur politique. Ils profitent juste de la situation pour l'accélérer, la renforcer, parce qu'ils savent qu'ils ont une petite fenêtre d'opportunité pour faire passer énormément de lois antisociales. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils parlent de la loi des retraites et tout ça. C'est qu'ils vont tout mettre au même moment. Et à ce moment-là, où ils peuvent à la fois justifier un gros déficit du pays avec les impôts, tout ça, parce que le Covid nous a endettés, et aussi parce que le mouvement social est à l'arrêt vu qu'on est confiné. Et ça explique notamment la sécu, la retraite, la privatisation de l'hôpital, le PNF, les journalistes, enfin bref, le renforcement autoritaire aussi avec des flics qui... Enfin bref, tout ça, ça montre bien que la Macronie, elle s'en fout de la crise sanitaire. Pour elle, c'est juste un moyen d'appliquer son programme qui a toujours été le même. Et d'ailleurs, faut pas oublier que cette situation, elle était ultra prévisible, mais méga ultra prévisible. Tout le monde savait qu'il allait avoir une deuxième vague. Jour après jour, c'était de plus en plus sûr que l'épidémie allait reprendre. Après, tu avais la question de l'amplitude, du machin, quand est-ce que ça allait se faire, mais c'était sûr que ça allait se faire parce qu'il n'y a pas de raison que ça se termine. Et malgré ça, rien n'a été planifié, rien n'a été préparé, c'est juste de l'improvisation totale. Mais il faut dire que l'important aussi à l'époque, c'est pas ce qui justifie maintenant de nous priver de liberté. Oui, la priorité c'était que Darmanin aille chez Bourdin pour raconter de la connerie sur la bœuf et que Dupond-Moretti attaque les membres du PNF pour protéger Sarkozy lors de ses procès. C'était ça la priorité du gouvernement il y a encore quelques semaines. Ils se foutent de nous. Et encore une fois, c'est comme d'habitude, cette interview ne nous a rien appris. Et au-delà de savoir si la crise est exagérée ou pas, manipulée ou pas, plus ou moins, à quelle proportion, enfin bref, au-delà de ce débat-là, il y a quand même une question qui se pose, c'est que ils n'ont rien préparé. Donc à quoi ça sert d'avoir un gouvernement si personne ne gouverne ? Et ça, c'est une question un peu plus intéressante de savoir si oui ou non il faut mettre un couvre-feu. Et donc bizarrement, étrangement, je ne saurais l'expliquer, la Macronie ne met pas en avant ce genre de questions. Ouais, comme si ça l'arrangeait pas trop, quoi. Et oui, sur Discord, t'as Swapi qui a parlé d'une petite information que je trouvais assez pertinente. Mais évidemment, cette information n'a pas été mise en avant durant l'émission. C'est vrai qu'il manquait quand même 2 journalistes face à Macron, parce que là, il faisait juste un monologue tout seul avec une fausse contradiction. Il est bien loin quand même le temps où il osait affronter des Bourdin et des Plenel. Hein. On peut critiquer ces gens-là, mais faut reconnaître quand même qu'à l'époque, l'interview avait un peu plus de gueule. Et c'est d'ailleurs un signe qui montre que la Macronie, elle s'effrite un petit peu parce qu'elle n'ose pas affronter ce qui hier était un peu ses sources de fierté. Parce que c'est Macron qui avait choisi Plenel et Bourdin, c'était quand même une interview qui avait de la gueule. Et là, ils choisissent volontairement coup sur coup des non-journalistes pour lui poser des non-questions.
Ça veut dire quand même pas mal de choses sur l'état d'esprit du gouvernement en ce moment. Bref, cette autre information, elle est en réalité d'un grand cynisme. Parce que oui, on a vu toutes les tentatives courageuses du président de la République pour essayer d'exprimer des émotions comme l'humanisme ou la solidarité ou l'empathie, pas forcément avec une grande délicatesse, alors que il faut quand même se souvenir qu'il y a quelques semaines encore, il y a eu un décret qui est passé pour réduire le nombre de critères pour les personnes vulnérables au Covid-19, pour les passer de 11 à 4. Donc en gros, il voulait enlever le chômage aux personnes qui avaient du diabète ou étaient atteintes d'obésité ou avaient des problèmes pulmonaires ou étaient cancéreuses. Tout ça pour les remettre au travail, alors que précisément, et il le dit explicitement, et c'est incroyable une telle contradiction, c'est que le gars dit que il faut se mettre chez soi, là, le couvre-feu, tout ça pour protéger les gens qui sont vulnérables. Alors que lui-même, par décret, il dit que ces gens vulnérables-là, il faut les exposer au travail. C'est juste une contradiction incroyable et c'est hyper cynique. Et je ne sais pas si c'est le pire dans cette histoire ou pas, mais elle finit comme ça. Tu as la Ligue nationale contre l'obésité qui a apporté un référé au Conseil d'État pour annuler le décret, ce qu'il a fini par faire. Enfin, le gouvernement, il ose faire ça, et là, t'as le président à la télé avec ses petits yeux ronds là qui pétillent et qui nous dit qu'il faut de la solidarité. Mais c'est du foutage de gueule, enfin c'est juste du foutage de gueule. Bref, pour ne pas parler de son projet économique qui est antisocial, anti-écologique et antidémocratique, ils essayent de faire valoir des bons sentiments en contradiction totale avec les faits, avec la réalité. Et ça, on le savait déjà depuis longtemps. Et donc, on n'a rien appris de cette interview. Encore une fois, c'est pour ça que c'était pas très intéressant. Ce qu'on savait aussi, c'est que Macron, il fait énormément de langue de bois. Mais ce qui là est apparu avec beaucoup de force, c'est le fait que, en plus de faire de la langue de bois, je trouve qu'il se trumpise. En fait, à partir d'une situation de crise dont il est en partie, pas tout évidemment, parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais dont il est en partie responsable par ses choix politiques, il va faire une création entre deux camps, les anti et les pro-Macron, et il va pas du tout essayer d'élever le débat, il va le mettre ras des pâquerettes pour essayer de jouer sur les sentiments, sur les émotions, sur les postures, sur la langue de bois, sur les mensonges, sur les, je ne dis pas vraiment la vérité, mais un petit peu quand même, enfin tu vois. Et ça, c'est quelque chose de très trumpiste dans le sens où il se met au centre des débats, il fait énormément de provocations pour qu'il y ait du clivage, pour qu'il y ait des gars qui s'engueulent, qu'il y ait deux camps bien distincts, qui ne réfléchissent pas vraiment l'un et l'autre, l'un sur l'autre, qui se polarisent et tout ça, enfin, c'est vraiment une pratique que les petits bourgeois appellent le populisme. D'ailleurs, c'est assez cocasse parce que lui, Macron, il se définit essentiellement en tant que non-populiste, en tant que progressiste, alors que factuellement, il utilise les mêmes procédés rhétoriques de ce qu'il dénonce. Bref, le piège, c'est de penser que le gouvernement a pris la décision de faire un couvre-feu. Alors que ça, c'est vraiment un détail. Enfin, c'est vraiment un détail, c'est pas ultra important. L'important, c'est qu'ils sont en train de déployer une idéologie qui s'appelle le néolibéralisme, et une fois qu'ils ont accepté ce parti pris-là, tout le reste suit de ça. Donc la question, c'est pas de savoir pourquoi il y a eu un couvre-feu, c'est le néolibéralisme et sa pertinence dans les crises sanitaires, sociales, écologiques et démocratiques qu'on est en train de vivre. Et ça, les journalistes n'ont pas posé la question aussi, étrangement. Parce que face à la crise sanitaire, là, Macron, il avait deux choix. Soit résoudre les contradictions du néolibéralisme et en assumant le fait de vouloir financer directement les hôpitaux, notamment en faisant une taxe sur les dividendes et en arrêtant de donner de l'argent à tout va à des grandes entreprises qui en abusent, ou alors demander des contreparties, tout ça. Donc ça, c'était le premier plan. C'était la première façon de résoudre les contradictions et d'avancer, de proposer de vraies solutions. Soit, deuxième choix, c'était de se replier sur ce qui fait sa force, c'est-à-dire l'infantilisation par la peur et la tristesse, par l'affirmation de l'ordre social établi par la police et par le fait de rendre encore plus puissant une oligarchie financière qui soutient Emmanuel Macron. Donc ça, c'est un peu ces bases qui, très techniquement, très concrètement, fait que Macron est toujours au pouvoir. Et étonnamment, c'est la deuxième solution qu'il a choisie. Oui, parce qu'au passage, t'as le président qui parle à la télé, et tout bien, mais au final, c'est quand même la gendarmerie et les policiers qui vont devoir faire respecter l'ordre social par la force et pas par le consentement. Et ce qui est à peu près l'opposé de ce qu'on peut appeler un idéal républicain. Alors que le même Macron faisait il y a quelques temps encore le truc République, tout ça. Enfin, c'est encore une contradiction de plus qu'on peut apporter à la Macronie. Et au final, ce qu'on a l'impression quand même, c'est que la question sanitaire, bien malheureusement, vraiment bien malheureusement, parce qu'elle est intéressante en soi, mais là, elle se pose que comme un moyen d'affirmer un pouvoir et pas du tout comme une finalité. En vrai, la société, elle est traversée par des intérêts contradictoires qui donnent une lutte permanente de classe. La crise sanitaire, elle a juste donné l'opportunité à la bourgeoisie organisée de donner un grand coup
beaucoup contre le prolétariat et en faisant passer énormément de lois antisociales et de lois sécuritaires qui est un peu l'avenir du libéralisme puisqu'il y a des contradictions qui ne pourront pas être surmontées autrement. Et vu que l'oligarchie là, elle est un petit peu dans une surconfiance en elle-même, elle se dit que tout est possible, il faut aller super vite et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Sur tous les tableaux, ils vont super vite. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une résistance qui vont s'opposer à ça, et ça ne veut pas dire que cette prétention, elle est bien fondée. Ça veut juste dire qu'ils le font. Et ça présage rien du tout à l'avenir. Mais ça aussi, on le savait, c'était flagrant depuis au minimum les gilets jaunes, quoi. On n'a rien appris avec l'interview, encore une fois. Et du coup, la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est peut-être pas le moment de se détacher d'Emmanuel Macron? Franchement. Parce que Macron, il est malin, il sait que la meilleure position, c'est quand tu es conforté, que tu sois critiqué positivement ou négativement. Et ça, c'est ce qu'on a détaillé avec la trumpisation. En gros, c'est de dire, tu baisses le niveau politique au minimum, tu crées un conflit dont tu es le centre, et tu fais en sorte que tout le monde se réfère à toi. Et donc, mécaniquement, si tu arrives à te positionner en tant que l'ordre établi et à rassurer avec des émotions et des postures, tu vas réussir à avoir un socle suffisant pour être élu au second tour, notamment grâce à Le Pen en 2022. Et du coup, là, le discours sécuritaire, paternaliste d'Emmanuel Macron, il est à la fois conforté par l'opposition parce qu'après ils peuvent les caricaturer et tout ce que tu veux, et c'est aussi conforté par évidemment ceux qui disent du bien. Donc quoi que tu dises d'Emmanuel Macron, au final il en sort grandi dans son discours. Donc est-ce que c'est pas une raison suffisante pour dire peut-être qu'on s'en fout d'Emmanuel Macron en fait? Et c'est peut-être pour ça qu'on est totalement désintéressé quand il parle à la télé, c'est juste que on est passé à autre chose. Peut-être qu'il est temps de choisir nous-mêmes notre actualité, nos analyses, nos propositions, notre stratégie, et pas du tout dépendre d'un calendrier qui est dirigé, dicté à la fois par des communicants en costard qu'on appelle les ministres et aussi par un parti médiatique qui est organisé par des milliardaires. Je veux dire, c'est pas une coïncidence qu'il y ait aussi plein de polémiques comme ça, c'est qu'à un moment donné, le pouvoir en place arrive à se nourrir de ces polémiques-là pour justifier. Et peut-être que l'enjeu de ces prochains mois, de ces prochaines années, c'est de sortir totalement de ce jeu médiatique-là pour imposer nous-mêmes nos débats et tout le patata. Ça serait quand même vachement chouette et beaucoup plus intéressant. Après, je dis ça, je dis rien. Mais un peu quand même. Et voilà à peu près en substance ce que j'ai pensé de cette interview. Voilà, c'est une vidéo qui était un peu galère à faire, mais j'espère qu'elle t'a intéressé quand même. Bon, il y a plein de trucs que j'ai pas dit et qui valaient peut-être le coup de dire en vrai, c'est juste que là je me suis galéré pour rien. Mais si tu vas avoir plein d'avis qui sont contradictoires et qui peuvent nourrir ta pensée, soit parce que tu es d'accord, soit parce que tu es critique, tu peux aller en description, tu vas voir qu'il y a un lien qui va t'envoyer sur un post que j'ai fait sur YouTube et je demandais aux gens, ouais, c'est quoi ton avis sur Macron, tout ça. Et donc, il y a eu des centaines de commentaires là-dessus. Voilà, donc je t'invite à regarder ça et puis à picorer un petit peu ici et là. Sinon là, ça fait 2 vidéos coup sur coup qui sont liées un peu sur l'opinion, la papote, et ce qui est pas du tout la direction que je veux forcément donner au canard. Donc on va retrouver la semaine prochaine des choses qui sont plus sourcées, qui sont moins personnalisées, tout ça quoi. Mais c'est vraiment juste là la situation qui était assez exceptionnelle et j'étais obligé de m'adapter. Et donc le canard réfractaire, c'est tous les lundis, les mercredis et les vendredis, et donc logiquement on va se revoir dans pas très longtemps. J'espère, en tout cas, si ça t'a plu. À la prochaine, des bisous, salut!